Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Vous êtes invité à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés. Bienvenue au Luxembourg Funcast. Ce podcast, créé par Bertrand Mariot, avocat à la Cour, a pour mission de vous apporter une information claire, libre et rigoureuse sur la réglementation financière et les fonds d'investissement au Luxembourg. Nos analyses sont issues de références officielles. Veuillez noter que cet épisode a été préparé en date du 26 octobre 2025. Aujourd'hui, on va se pencher sur un élément vraiment central dans la vie des fonds d'investissement ici au Luxembourg, le conseil d'administration. Et plus spécifiquement, tout le cycle de vie d'une réunion du conseil. Ça peut paraître très procédural dit comme ça, mais son importance est stratégique et de plus en plus évidente, surtout avec l'attention croissante des régulateurs, non ? Ah oui, tout à fait. La CSSF, la Commission de surveillance du secteur financier, met de plus en plus l'accent sur la substance réelle de la gouvernance. On dépasse la simple case à cocher, quoi. Et les réunions du Conseil, c'est là que tout ça doit se voir, se démontrer. C'est là que la stratégie rencontre le risque, en quelque sorte. Exactement. C'est là que les décisions importantes sont prises, débattues et surtout documentées. C'est fondamental. Donc notre objectif pour cette exploration, c'est de décortiquer tout ce processus. Depuis la préparation, l'ordre du jour, le fameux board pack, jusqu'à la réunion elle-même, comment on gère les débats, les conflits d'intérêts, et bien sûr la rédaction des procès-verbaux, la mémoire légale de tout ça. Sans oublier les aspects plus pratiques, voire commerciaux, du support à ces conseils. Oui, l'idée c'est de voir comment ces réunions, parfois vues comme une contrainte, peuvent devenir de vrais outils de pilotage. Des atouts stratégiques pour la gestion des risques aussi. C'est un parcours essentiel, oui. Et on voit émerger, ou plutôt se confirmer, un rôle de plus en plus central, celui du secrétaire général, le Corporate Secretary ou COSEC. Son rôle a, beaucoup changé. Il n'est plus juste celui qui prend des notes. Non, loin de là. On est passé d'une fonction très administrative à un rôle de véritable conseiller en gouvernance. Alors, commençons par le début, la phase avant la réunion. L'ordre du jour, on le voit souvent comme une simple liste de points, mais est-ce que ce n'est pas déjà là que se joue une partie essentielle de la qualité de la gouvernance ? Une sorte de première ligne de défense ? C'est une très bonne façon de le voir. Utiliser un modèle standard, un boilerplate, template, comme on dit souvent. Oui, le modèle type. Voilà. Ça, aujourd'hui, c'est prendre un risque. Un risque significatif. Les régulateurs, quand ils viennent contrôler, ils veulent voir la preuve que le conseil s'attaque au vrai sujet, aux enjeux spécifiques du fonds, de son marché, de son environnement. Donc un ordre du jour générique, ça peut envoyer un mauvais signal, genre on fait le minimum. Exactement. Ça peut suggérer une approche un peu superficielle, alors qu'un ordre du jour sur mesure, qui reflète les défis du moment, la volatilité, les nouvelles réglementations comme l'ISG, DORA pour la résilience numérique, la lutte anti-blanchiment, l'AML. Tous ces sujets qui sont d'ailleurs en tête des préoccupations des conseils si on en croit les études récentes, celles de 2024 et 2022 mentionnées dans nos sources. Tout à fait. Ces sujets réglementaires sont devenus incontournables. Il faut donc les intégrer de manière proactive et pas juste avec un point vague divers réglementaires. Le secrétaire général, en lien étroit avec le président du conseil, a vraiment un rôle clé pour structurer cet agenda. Comment, concrètement ? Déjà, en ayant des points permanents pertinents. Par exemple, mise à jour sur les risques clés, en incluant explicitement ESG, DORA, AML, mais surtout en transformant les points d'information en points de décision. Ah oui, un exemple ? Au lieu de juste information sur la politique ESG, on pourrait avoir approbation de la politique révisée de collecte des données ESG, ou alors discussion et décision sur le plan d'action suite à l'analyse d'écart DORA. Ça force le conseil à se positionner, à prendre une décision formelle. Ça oblige à une vraie délibération. Voilà. Et bien sûr, il faut s'assurer que l'agenda est cohérent avec les grands principes de bonne gouvernance, comme ceux du code de conduite de l'ALFI. Je pense notamment au principe 7 sur la gestion des risques ou au principe 8 sur les conflits d'intérêts. D'accord. L'ordre du jour, c'est le plan de match. Mais pour jouer, il faut le ballon. L'information, c'est le rôle du board pack. Mais comment éviter que ça devienne juste une masse de documents indigestes ?
On sait que le temps de lecture est limité. C'est un vrai défi. Les sources indiquaient déjà plus de 4 heures de revue par administrateur en 2022. Si le pack est mal fait, trop dense, pas clair, eh bien, les administrateurs risquent de ne pas être bien préparés. Et la qualité des discussions s'en ressentira. Donc le board pack, ça doit être plus qu'une simple compilation. Absolument. Ce n'est pas une accumulation de données brutes. Ça doit être un récit structuré, un guide pour la réflexion du conseil, orienté vers les décisions à prendre. Alors qu'est-ce qu'on y met? Au-delà des classiques, ordre du jour final, PV précédent, suivi des actions, rapport financier, de gestion, et surtout comment on l'organise pour que ce soit efficace? La clé, c'est clarté et concision. Déjà, la bonne pratique, c'est de le distribuer bien en amont, au moins une semaine avant la réunion. Ça laisse le temps. Une semaine, oui. Ensuite, et c'est essentiel, chaque document devrait avoir un résumé exécutif, très clair. Et surtout, indiquer l'objectif. Pour décision, pour discussion, pour information. Ça aide énormément les administrateurs à prioriser leur lecture, à savoir où concentrer leur attention. Le secrétaire général joue un rôle de filtre, de stratège de l'information en quelque sorte. C'est exactement ça. Il veille à la pertinence, à la cohérence, à la lisibilité. Il est le gardien de la qualité de l'information fournie au conseil. Et d'ailleurs, l'utilisation de plateformes numériques sécurisées aide beaucoup pour ça. Pour la distribution, le contrôle d'accès, la confidentialité. Et ça s'inscrit aussi dans la logique de DORA sur la sécurité. D'accord. Le plan est fait, l'info est prête, il faut maintenant convoquer la réunion. Un aspect très formel, mais j'imagine essentiel pour que les décisions soient valides. Quelles sont les règles de base? Oui, l'intégrité de la procédure commence dès la convocation. La référence principale, c'est la loi de 1915 sur les sociétés commerciales. Pour une SA, une société anonyme, il faut notifier tous les administrateurs. La lettre recommandée est une option, mais l'image est souvent acceptée si c'est prévu ou si tout le monde est d'accord. Et puis, il y a cette notion de quorum. Le quorum, oui. C'est le nombre minimum d'administrateurs qui doivent être présents ou représentés pour que le Conseil puisse valablement délibérer. L'article 444-4 de la loi donne un seuil par défaut pour les SA, la moitié des membres. Mais attention, il faut absolument vérifier les statuts de la société, souvent ils sont plus stricts. Et la loi a été modernisée, elle permet la participation à distance maintenant. C'est bien ça? Tout à fait. L'article 444-4, paragraphe 3, le permet explicitement. Visioconférence, audioconférence. Sauf si les statuts l'interdisent. Et point très important, ceux qui participent à distance comptent pour le quorum et pour les votes, comme s'ils étaient présents physiquement. Mais ça doit poser de nouvelles questions de gouvernance, non? Comment on s'assure que la personne vote librement, sans influence à côté? Comment on gère la sécurité des échanges, des documents partagés? Vous mettez le doigt dessus. C'est là que le rôle du COSEC devient encore plus important. Au-delà du respect de la lettre de la loi, il faut mettre en place des protocoles clairs et solides pour ces réunions virtuelles ou hybrides. Une politique de réunion virtuelle, ça devient une très bonne pratique pour cadrer les aspects techniques, la sécurité, le déroulement, et garantir que la gouvernance reste efficace, même à distance. On arrive maintenant au cœur du réacteur, la réunion elle-même. Le secrétaire général, on l'imagine souvent en train de taper frénétiquement sur son clavier, mais son rôle est bien plus actif. Ah oui, beaucoup plus. Pendant la réunion, il est le gardien de la procédure, le garant de la conformité en temps réel. Il ou elle va conseiller le président, discrètement mais efficacement. Sur le quorum, est-ce qu'on l'a toujours? Sur les règles de vote qui s'appliquent à tel ou tel point? Sur la manière de gérer un conflit d'intérêts qui se déclare? C'est un peu le métronome de la réunion. C'est une bonne image. Il aide à garder le rythme, à suivre le temps alloué, à s'assurer qu'on couvre tous les points de l'ordre du jour. Il peut aussi aider à reformuler une motion pour qu'elle soit claire avant le vote. C'est vraiment un rôle de facilitation et de sécurisation de la procédure. Vous avez mentionné les conflits d'intérêts. C'est souvent un moment délicat en pleine réunion. Les enjeux peuvent être énormes. Extrêmement délicat, oui. Et les enjeux sont très élevés. Un conflit d'intérêts qui est mal géré, ça peut non seulement rendre une décision nulle, mais ça peut engager la responsabilité personnelle des administrateurs. Et l'impact sur la réputation du fonds peut être désastreux. Donc, suivre la procédure légale à la lettre, ce n'est pas juste de la paperasse. C'est une protection pour la décision elle-même et pour les administrateurs qui ne sont pas en conflit. Pouvez-vous nous rappeler le cadre légal pour une SAN, par exemple ? Pour une SAS, c'est l'article 441.7 de la loi de 1915. En résumé, si un administrateur a un intérêt financier direct ou indirect qui est opposé à celui de la société sur un sujet précis, il doit impérativement, premièrement, le déclarer au conseil,
Deuxièmement, s'assurer que c'est bien noté dans le procès-verbal. Troisièmement, il ne doit pas participer ni à la discussion ni au vote sur ce point. Et enfin, ce conflit doit être mentionné lors de la prochaine Assemblée générale. Et pour une SARL? Des règles très similaires s'appliquent aux gérants de SARL, la société à responsabilité limitée. C'est l'article 71-15-6 qu'il prévoit. Information aux autres gérants ou associés et abstention de vote. Alors, mettons-nous en situation. Le Conseil doit approuver le choix d'un nouvel administrateur central. Mais l'un des administrateurs du fonds siège aussi au conseil d'administration de la maison mère de cet administrateur central potentiel. Concrètement, comment le COSEC doit gérer ça pour que tout soit fait dans les règles? C'est un cas d'école. Le COSEC doit être vigilant. Dès que le point est abordé, il s'assure que l'administrateur concerné fait sa déclaration d'intérêt. Cette déclaration doit être consignée très précisément dans le PV. Ensuite, l'administrateur doit se retirer. S'il est présent physiquement, il quitte la salle. S'il est à distance, il se déconnecte temporairement ou coupe micro et caméra. Il ne participe pas du tout au débat ni au vote. Et le PV doit le refléter très clairement. Absolument. Le PV doit indiquer explicitement sa non-participation. Par exemple, la résolution est adoptée par X voix pour, Y voix contre, sur Z administrateurs présents et votants. Monsieur ou Madame Untel, ayant déclaré un conflit d'intérêts potentiel, n'a pris part ni à la délibération ni au vote. C'est cette précision qui protège tout le monde. Une autre pratique courante, ce sont les résolutions écrites, une alternative aux réunions en direct, apparemment très utilisée, mais est-ce que c'est toujours une bonne idée? Elles sont en effet très populaires. Les sources mentionnent un chiffre impressionnant. 92% des conseils les utiliseraient. Pour une SA, c'est l'article 444.3 qui encadre ça. Deux conditions. Il faut que les statuts l'autorisent explicitement et, c'est très important, il faut l'approbation unanime de tous les administrateurs. Pas juste ceux qui participent, mais tous. L'unanimité, d'accord. Mais ça ne remplace pas un vrai débat. Quand est-ce que c'est pertinent de les utiliser et quand est-ce que ça peut devenir un peu risqué pour la gouvernance? C'est parfait pour les sujets routiniers, administratifs, qui ne prêtent pas à controverse, approuver un petit contrat, accuser réception d'un rapport standard, des choses comme ça. Par contre, c'est totalement inapproprié pour les grosses décisions stratégiques, ou pour les sujets où il y a besoin d'un débat contradictoire, d'échanger des points de vue. Comme l'approbation des comptes annuels ou un changement de stratégie d'investissement. Exactement. Ou la gestion d'une situation de crise. Ces sujets-là demandent une discussion collective, un vrai échange. C'est l'essence même d'un conseil. Donc si on voit une utilisation massive des résolutions écrites pour des sujets importants, ça pourrait être un signal d'alerte, un red flag. Oui, clairement. Pour un régulateur ou un auditeur, ça peut indiquer que le Conseil essaie peut-être d'éviter le débat, de contourner la discussion collégiale, que la substance de la gouvernance n'est pas vraiment là. Le rôle premier du Conseil, c'est de délibérer ensemble, de se challenger constructivement. Le COSEC a donc aussi un rôle de conseil là-dessus pour dire « Attention, ce sujet-là mérite une vraie réunion ». Absolument, il doit promouvoir le bon usage de cet outil et alerter si son utilisation devient excessive pour des questions de fond. C'est aussi protéger le Conseil contre d'éventuels reproches de mauvaise gouvernance. Bien. La réunion est finie. Mais il reste une étape absolument cruciale, le procès-verbal, le fameux PV. Et vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas juste une transcription. Non, surtout pas une transcription de mot à mot. C'est le compte-rendu officiel, légal, des décisions qui ont été prises. Mais il doit aussi, et c'est là toute la subtilité et l'importance, refléter la justification de ces décisions. Le pourquoi, le rationnel derrière. C'est ce qui le rend défendable. Exactement. C'est la piste d'audit. En cas de contrôle de la CSCF, d'audit externe ou pire, en cas de litige, c'est ce document qui va montrer si le Conseil a agi avec soin et diligence. Des PV trop vagues ou qui se contentent de lister les décisions ne protègent pas les administrateurs. Ils ne prouvent pas le sérieux du processus de décision. Alors, comment le COSEC rédige un PV qui soit à la fois précis et défensif dans le bon sens du terme, qui montre ce travail de fond du Conseil? Il faut capturer l'essence des discussions qui ont mené à la décision, sans forcément attribuer chaque propos à une personne précise, sauf demande expresse. Il faut synthétiser les arguments clés, les facteurs qui ont été pris en compte, les risques identifiés, les éventuelles préoccupations qui ont été soulevées et comment le Conseil y a répondu. Vous auriez un exemple de formulation efficace par rapport à une formulation trop vague? Prenons l'approbation d'un investissement. Un PV vague dirait juste « Le Conseil approuve l'investissement dans le projet X ».
Un PV plus robuste, plus défensif, pourrait dire quelque chose comme après examen détaillé du dossier d'investissement relatif au projet X, y compris l'analyse des risques jointes, couvrant les aspects valorisation, risques géopolitiques et l'alignement avec la politique ESG du fonds, et suite à une discussion portant notamment sur mentionner un ou deux points saillants du débat, exemple la liquidité de sortie, la due diligence sur le partenaire, le Conseil conclut que cet investissement est conforme à la stratégie du fonds et dans l'intérêt des investisseurs. En conséquence, le Conseil approuve l'investissement, a indiqué la majorité ou l'unanimité. On voit la différence, c'est beaucoup plus circonstancié. Voilà, ça montre le processus de réflexion. Et bien sûr, il ne faut pas oublier tous les éléments formels. Date, heure, lieu, qui était là et comment, présent, à distance, qui était absent. La confirmation du quorum au début. Le rappel des points de l'ordre du jour traités, le texte exact des résolutions adoptées, les résultats des votes. Et un point souvent sous-estimé, mais fondamental pour le suivi, lister clairement les actions décidées. Qui doit faire quoi et pour quand. C'est la base de la redevabilité. Une fois que ce PV est rédigé, comment on s'assure qu'il est validé et conservé comme il faut ? Il faut un processus clair et efficace. Idéalement, le COSEC envoie une première version au président assez vite, disons sous 2 ou 3 jours ouvrables. Puis, après relecture du président, le projet est envoyé à tous les membres du Conseil, peut-être sous 5 jours ouvrables. Et l'approbation ? L'approbation formelle, c'est généralement un point à l'ordre du jour de la réunion suivante. Ou, si c'est urgent, ça peut se faire par consentement écrit de tous les administrateurs. Une fois approuvé, il faut le signer, le président, le secrétaire ou les deux, selon les statuts, et le ranger précieusement dans le registre officiel des procès-verbaux, qui doit être conservé au siège social de la société. Et combien de temps on garde ça ? La loi de 1915 impose un minimum de 5 ans. Mais franchement, pour des entités régulées comme les fonds d'investissement, la bonne pratique, c'est de les conserver de manière permanente. C'est la mémoire de la société. Très clair. Changeons un peu de perspective maintenant pour aborder l'aspect plus business de tout ça. Le support au conseil, le secrétariat général, c'est aussi un service qui a un coût. Comment ça se tarife en général ? C'est une bonne question. La tarification, c'est souvent le reflet de la valeur que le prestataire pense apporter, et aussi du niveau de risque qu'il aide à gérer ou qu'il prend en charge. Le choix du prestataire, ce n'est pas juste comparer des prix, c'est une décision stratégique. Un service très bon marché va peut-être se limiter au strict minimum légal, laissant une bonne partie du risque de gouvernance chez le client. Alors qu'un service plus cher va sans doute mettre en avant une expertise plus pointue, un conseil plus proactif, une forme de partenariat dans la gestion des risques, ce qui justifie des honoraires plus élevés. Quels sont les modèles de prix qu'on voit le plus souvent au Luxembourg ? Il y en a principalement 3. On a le forfait par réunion, pour des besoins ponctuels. Ça peut aller, disons, de 1 500 € à plus de 5 000 € selon la complexité. Ensuite, il y a le forfait annuel, le retainer. C'est très courant pour les mandats réguliers. Ça couvre un certain nombre de réunions standards, les dépôts légaux annuels, etc. Là, la fourchette est très large. Ça peut démarrer autour de 15 000 € par an, mais grimper bien au-delà de 100 000 € pour des structures complexes, très régulées, avec beaucoup de réunions. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Oui, complexité du fonds, statut, OPCVM, FIA, fréquence des réunions, besoins spécifiques, et enfin, il y a la facturation au temps passé. C'est plutôt pour des missions exceptionnelles. Une restructuration, une fusion, une liquidation. Les taux horaires pour des profils seniors peuvent aller de 250 € à plus de 600 € de l'heure. Du coup, négocier le contrat de service, le SLA, Service Level Agreement, ça devient vraiment important pour savoir ce qui est inclus ou pas. Quels sont les points sur lesquels il faut être vigilant ? Ah oui, un SLA bien ficelé, c'est la base d'une bonne relation. Les points clés à discuter, c'est d'abord le périmètre exact des services. Est-ce que la rédaction stratégique de l'ordre du jour est comprise ? Le suivi proactif des actions décidées. Ensuite, les niveaux de service. Quels sont les délais promis pour recevoir le projet de PV ? Pour la distribution du board pack, il faut des objectifs mesurables. Et les questions de responsabilité. J'imagine que c'est un point sensible. Très sensible. La clause de responsabilité et d'indemnisation est souvent très négociée. Quel est le plafond de responsabilité du prestataire ? Souvent un multiple de ses honoraires annuels. Y a-t-il des exceptions pour fautes lourdes ou intentionnelles ? Et enfin, bien sûr, les conditions de fin de contrat. Préavis, motif de résiliation immédiate en cas de manquement grave. Si on devait synthétiser la proposition de valeur d'un service de COSEC aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence au-delà de l'administration efficace ? Je pense que le vrai différenciateur,
c'est de se positionner comme un partenaire stratégique en gouvernance. Ça passe par plusieurs choses. Une veille réglementaire proactive, anticipée, conseillée, pas juste exécutée. L'efficacité grâce à la technologie, utiliser des plateformes modernes et sécurisées, intégrer la gouvernance dans une approche globale de gestion des risques du fonds, en soutien de l'AFM et du Conseil. Et enfin, une vraie capacité à faciliter les réunions, même complexes, à gérer des personnalités, pour arriver à des décisions claires et bien fondées. Pour conclure notre discussion très riche, on voit bien que ce rôle de secrétaire général et toute la gestion du cycle de vie des réunions du Conseil, ça a pris une dimension beaucoup plus stratégique qu'avant. Ce n'est plus juste un événement ponctuel dans l'année. Non, c'est vraiment un maillon clé dans un cycle continu de gouvernance. Le cadre législatif luxembourgeois offre de la flexibilité, mais il demande aussi une diligence de plus en plus forte. Le COSEC performant aujourd'hui, c'est un stratège, un facilitateur, quelqu'un qui aide à anticiper et à atténuer les risques. C'est un conseiller de confiance pour le conseil d'administration. Sa valeur ajoutée est devenue indéniable, surtout dans ce contexte de surveillance réglementaire accrue et de responsabilité des administrateurs qui ne cessent de grandir. C'est devenu un partenaire essentiel pour aider les fonds à naviguer cette complexité, pour assurer une gouvernance qui soit non seulement conforme, mais qui soit aussi un facteur de performance et de solidité. Un gage de confiance aussi pour les investisseurs. Absolument. D'ailleurs, pour celles et ceux qui voudraient un aperçu rapide, on a inclus dans les notes de cet épisode un tableau qui compare certains mécanismes clés de gouvernance entre les formes de sociétés les plus courantes, SAS, SARL, et les sociétés en commandite, SCA ou SSP. Ça reprend des points qu'on a discutés, le quorum, les résolutions écrites, les conflits d'intérêts. En rappelant que pour les sociétés en commandite, c'est souvent le pacte social, le fameux LPA, Limited Partnership Agreement, qui dicte les règles. Exactement. Les règles sont plus contractuelles. Et dans tous les cas, ce sont les documents constitutifs spécifiques, statut ou LPA, qui font foi. Et pour terminer, peut-être une question à laisser en suspens pour nos auditeurs. Au-delà de la conformité, au-delà de la gestion des risques, comment cette fonction de secrétariat général, quand elle est vraiment exercée de façon stratégique, peut-elle activement contribuer à la performance globale et à la résilience d'un fonds d'investissement aujourd'hui ? Voilà une réflexion qui montre bien, je crois, toute l'importance de ce rôle. Merci de nous avoir écoutés. Pour soutenir notre travail, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts, où une note 5 étoiles nous aiderait beaucoup, et sur notre chaîne YouTube Bertrand Mariot Avocat. Suivez et connectez-vous avec Bertrand Mariot sur LinkedIn. Vos commentaires et likes y sont également les bienvenus. Retrouvez le lien vers notre podcast en anglais dans la description. À bientôt sur le Luxembourg Fancast.